Alors aujourd'hui, deux choses. On va continuer à souder, on va avancer là-dessus. J'ai soudé quelques cartes histoire de montrer un petit peu, mais en fait c'est quand même à vous de le faire. Alors avec les fers à souder, j'espère que cette fois ça ira beaucoup mieux. Je crois que j'ai en plus mis tous les détails. Vous avez regardé un petit peu sur le document? J'ai mis tous les détails, je crois. Donc, je crois que j'ai tout détaillé. Alors, j'ai répondu à certains. Il y en a qui m'avaient demandé des schémas avec un peu plus d'éléments. Donc, je suis allé un petit peu plus loin. J'ai mis des flèches. Ça peut aider pour l'étude. Après, bon, il faut malgré tout qu'il y ait une explication derrière. Pareil. Donc les flèches tension et les flèches courant sont nécessaires pour aller jusqu'au bout d'une étude et pour comprendre l'écriture ici de ce qu'on appelle la loi des mailles. C'est la formule qui permet. Voilà. Donc fabrication, là je vous ai détaillé précisément l'ensemble des opérations pour réaliser les capteurs. Donc préparer 3 longueurs de fil électrique d'environ 15 cm de 3 couleurs différentes, dénuder les extrémités de ces fils sur environ 5 mm, torsader, étamer les extrémités, étamer, c'est-à-dire mettre un petit peu d'étain, souder les extrémités. Alors il faut respecter l'ordre de manière à être sûr qu'à la fin, on va souder réellement le composant et que si on loupe une étape, on ne détruit pas le composant, parce que je crois qu'il y avait certains qui s'étaient trompés. Donc voilà, on continue, souder les extrémités sur une embase à 3 broches, donc un petit connecteur 3 broches. Si on a un petit peu de gaine thermo, on en placera environ 1 cm sur la soudure du milieu, puisque c'est celle-là qui va isoler les deux autres. Si on a de quoi en mettre partout, très bien. Ensuite, voilà, bon, la gaine thermo. Après, on en arrive aux composants fragiles. Donc attention aux composants, le mettre dans le bon sens. Hein, j'ai bien mis en rouge, ne pas se tromper. Donc on le soude. Alors une particularité, ces composants-là sont très fragiles, ce qui veut dire que quand on soude, bien sûr, on a bien observé, on ne s'est pas trompé, on a fait vérifier par quelqu'un d'autre. Après, on soude une seule patte et on attend que la soudure refroidisse. C'est encore plus vrai quand on ne maîtrise pas le fer à souder. Si on le maîtrise, mais c'est mieux parce que c'est un composant fragile. Donc sauf si on est hyper habitué, qu'on a du matériel de compétition, mais même moi, je ne m'amuse pas à souder. Mais en fait, ce que je fais, c'est que très souvent, quand j'en soude un, là j'en ai soudé 4, j'ai mis les 4 à côté, j'ai soudé à chaque fois une seule patte de chacun, j'attends le temps de revenir, ça refroidit, je recommence. Ce faisant, je soudais toutes mes soudures, mais entre deux soudures d'une même carte, il y a eu une quinzaine de secondes. C'est exactement ce qu'il faut, laisser refroidir et garantir, et puis observer un petit peu que le résultat est correct. On termine par souder les extrémités des fils sur le circuit imprimé, voilà. Rappel des éléments nécessaires pour arriver à ça. Et puis, donc, aujourd'hui, en plus de continuer cette partie-là, on est sur la partie fabrication. Ça, c'est toujours pareil. Ah oui, tiens, je vous ai mis ça. Ce sera le montage de test aussi. Donc, vous connaissez, peut-être vous n'avez jamais vu cet outil. Cet outil est un outil gratuit en ligne, s'appelle Fritzing, est assez sympa. Les gens sont sympas, j'avais discuté avec eux, ce sont des Allemands, je crois, ou des Hollandais. Donc, très intéressant parce qu'effectivement, vous avez une vue de dessus de ce que vous allez réaliser. Ça peut vous aider. Donc, exemple ici, vous le retrouverez sur la plaquette du robot. J'ai fait donc exactement ce que vous aurez sur la plaquette. Tiens, en passage, après, je vous parlerai de ma deuxième proposition pour faire une structure mobile, autre chose. Pourquoi il est coincé? Voilà. Donc, on va le poser là, on verra après. Donc là, ce que j'ai fait, je retrouve exactement ma plaquette. Donc, elle est disponible donc dans le logiciel Fritzing. Je prends ma plaquette. Ensuite, je tire des petits fils sur les différents trous. Je peux choisir la couleur. Donc, l'idée, effectivement, c'est, si j'ai une source d'énergie, on reconnaît ici 2 petits accus.
peu importe, hein, je n'ai pas trouvé un aculipo, j'ai mis une source d'énergie avec ça sous la main. Donc peu importe, on oublie, simplement on voit qu'il y a effectivement une source d'énergie qui est extérieure, qui arrive et qui va être connectée sur les deux rangées séparées. Là, vous avez une rangée avec la couleur bleue. Pour nous, ça représente la référence 0 volt. L'autre rangée, couleur rouge, donc rouge, là c'est du bleu au lieu du noir. On s'en fout, c'est bon. Et donc tout ça, c'est relié ensemble. Et là, c'est le plus. Donc si votre accu fait environ 3,7 nominal pour un accu LiPo, ça veut dire qu'entre ces deux, je peux mesurer avec mon voltmètre 3,7. C'est ma base de travail. À ce moment-là, pour une utilisation future, cette plaquette est très intéressante à condition de rajouter des petits fils rigides. Alors on prend du fil standard rigide qu'on prépare, donc bonne longueur, un petit peu plus long parce qu'on va le plier, on va le dénuder, on va le plier et on va venir l'enfoncer dans les deux trous ici. Donc 3 noirs, 3 rouges, ça, ce qui permet de faire la liaison de cette rangée-là, là, sur tout ça. Pareil pour le rouge, je fais ça, je fais le lien là, je fais le lien là, ce qui veut dire que le plus, il est là, le moins, il est là, il est là. À quoi sert la résistance qui est en haut? C'est une très bonne question, j'attendais que quelqu'un pose la question. Vous allez voir c'est une résistance qui ne sert à rien et elle est pourtant bien pratique, vous allez voir. Mais elle n'a pas d'importance pour l'étude. C'est pour le confort des tests derrière. Donc ensuite, eh bien, il faut que je câble mon montage, que je teste ma carte. Donc j'ai soudé ma carte, j'ai mes petits fils, j'ai mon petit connecteur. Le petit connecteur, je vais le mettre là. Là, vous avez le connecteur. Alors le connecteur est installé, il faut bien sûr qu'il soit raccordé d'après le schéma d'étude aux résistances et à l'ensemble du montage. Donc ce qui est ici correspond au câblage que l'on a vu sur les schémas au-dessus. Exemple, la mise en œuvre de l'émetteur, de la petite aile qui émet la lumière infrarouge. Il y avait la source d'énergie, une résistance en série et la diode électroluminescente. Et le circuit était fermé. Ça va? Donc, je pars de, ici, ma source d'énergie. Je vais à travers ma résistance. Je vais sur mon connecteur. Je suppose, si je ne me suis pas trompé, que cette patte-là correspond au fil, donc c'est le fil numéro 2 normalement, et c'est théoriquement la DEL infrarouge. S'il y a une erreur, c'est au niveau du circuit imprimé. Donc là, si tout va bien, c'est le bon endroit. Donc je vais par le fil sur mon capteur, je vais sur la diode, je reviens de la diode par le fil de masse, qui doit normalement être sombre, moi il est noir, et c'est celui-là. Et je ferme le circuit de masse. Donc je répète, fil rouge, l'énergie arrive, je passe à travers ma résistance qui polarise ma diode, je vais sur mon fil de la diode, je reviens ici et je termine mon circuit de masse là. Oui. À quoi sert le troisième fil? Ce troisième fil? Non, le troisième à droite. Ah bah Avec c'est la pour le... chaussure. C'est le Non, troisième. à droite. C'est le phototransistor. Voilà, L'autre résistance. Voilà. oui, l'autre. J'en ai pas encore parlé, c'est la suite. Donc là, le circuit est fermé pour la diode émettrice. Maintenant, effectivement, le capteur a un phototransistor. Donc là aussi, c'est un circuit qui est du même style, source d'énergie, résistance et le composant, le phototransistor. Donc je pars pareil, je vais sur une autre résistance qui a été calculée par rapport aux besoins. Donc là, vous ne le voyez pas bien, mais les couleurs sont adaptées. Ça, c'est une 150 ohms, un marron, vert, marron. Ça fait un. On n'a pas parlé de ça, non, code des couleurs? Je n'en ai pas parlé. Hein. Donc, on va le voir ensemble. Ça ne fait pas des petites choses à connaître. On pourra le rajouter en annexe. Une résistance, quand on regarde une valeur, bien évidemment, on n'a pas les. C'est pas écrit dessus. Donc, il y a un code. Voilà. Et c'est un code qu'on appelle le code des couleurs. Donc, il y a des couleurs qui correspondent à des chiffres. Ensuite, comment est-ce qu'on reconnaît la valeur de la résistance en lisant les codes, les anneaux de couleurs? Donc, la technique, c'est,
quand c'est un anneau qui a 4, pardon, quand c'est une résistance qui a 4 anneaux, les 3 premiers, en le lisant de gauche à droite, sont significatifs. Le dernier est en général un anneau doré. Je le mets à droite, il représente la précision, la tolérance. Il ne m'intéresse pas pour connaître la valeur. Donc je m'intéresse aux 3 premiers, de gauche à droite. Donc marron, c'est 1. Vert, c'est 5. Donc ça fait 1 et 5, ça fait 15. Marron, le dernier marron représente le nombre de zéros ou le coefficient multiplicateur. Donc j'ai 1, 0. Donc 15 et un 0, je mets le 0, ça fait 15, 0, ça fait 150. C'est bien la valeur que j'avais calculée. Là, c'est marron, vert, 15, mais après, il y a un anneau orange. Et l'orange, ça veut dire 3 zéros, ou 10 puissance 3 si on s'intéresse aux puissances. Donc ça fait 15 000 ou 15 kilos, ce qui est la valeur qu'on a choisie. Donc il faut avoir ces résistances-là pour faire les essais. Alors sur la maquette, ils y sont. Hein. Donc vous allez utiliser cette maquette-là en attendant de faire la vôtre, puisque ce n'est pas seulement le test, ce sera aussi les valeurs qu'il faudra mettre pour faire fonctionner l'ensemble. Pour l'instant, on n'en est qu'au test de vos capteurs. Mais après, on les mettra tranquillement, tout le monde les mettra sur vos... Voilà, et là, il y a donc ça, c'est le connecteur avec les fils. Alors là, je ne peux pas le dessiner, ce n'était pas pratique, mais normalement, c'est les fils qui partent vers le capteur. Donc ça, c'est bien pratique, ce petit outil. Alors, quand on va faire les mesures, je vais répondre à Alain, quand on va mesurer, parce que là, on va le câbler, mais ce n'est pas parce que c'est câblé que ça fonctionne. Parce que peut-être vous avez, en soudant... fait un court-circuit, détruit composants, bien l'envers, enfin, fil coupé, mauvaise soudure, enfin, bon, donc il faut le vérifier. Il faut vérifier que ça marche. Donc derrière, pour le vérifier, il y a plusieurs techniques. Alors, vérification de la diode infrarouge. Il y a d'abord une petite technique sympathique qui marchait il y a encore quelques années, mais qui ne marche pas bien maintenant, c'est de voir de l'infrarouge. Avec les smartphones, avec les anciens téléphones portables. Les anciens. Maintenant, les nouveaux ne marchent pas. Ils ont des filtres. Avec les anciens, on voyait très très bien une petite lumière violette. Donc on coupait, on ne voyait rien. On branchait, pof, la petite lumière apparaissait. Ça voulait dire que ça marchait. Maintenant, on ne peut plus le prouver. Sauf si, alors il faudrait tester. Parfois, il y a peut-être un téléphone qui marcherait au milieu. Je peux pas vous... A priori, j'arrive plus à en trouver. Tous mes étudiants, ils ont tous des téléphones modernes, ils n'y arrivent pas. Alors, comment on fait? Eh bien, il faut faire ce qu'on appelle une mesure indirecte. C'est-à-dire que je vais regarder, en fait, une information que j'ai calculée. Je sais qu'il y a un courant qui circule, normalement, si tout va bien. Et je connais même sa valeur, puisque je l'ai choisi. C'est environ 20 mA. Bon, très bien. Alors, où est-ce que je peux faire cette mesure-là? Eh bien, j'ai des résistances. Si le courant passe à travers, et que je mesure la tension borne la résistance, je vais lire une tension, je vais diviser par la valeur de la résistance en appliquant la loi d'Ohm, et je dois trouver 20 mA. Environ, évidemment, je ne vais pas trouver pile 20 mA, ça va être 17, ça va être 23, mais ça veut dire que tout va bien. Par contre, si je trouve 0, c'est qu'il n'y a pas de courant qui passe, ou si je trouve une grosse valeur, en fait c'est trop tard parce que ça a cramé déjà depuis longtemps. Donc, soit vous ne trouverez rien, soit vous trouvez environ 20 mA. Voilà comment on va faire pour mesurer. OK? Alors, ça ne justifie pas cette résistance-là. Par contre, quand on va mettre sous tension, pourtant il est... Voilà. Par contre, ensuite, on fait ce test-là, bon, tout va bien, la diode, manifestement la diode doit émettre de la lumière, puisqu'on voit qu'il y a un courant qui circule, on l'a mesuré. Donc on passe maintenant au test du multimètre. Ils ont effacé... Ah zut, le scotch est parti. Bon, j'en ai ramené. Il est toujours sur la piste. Ah, OK. Alors, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le capteur derrière et on va le tester. Alors là, pour le tester, c'est pareil. On va prendre le multimètre. Alors le multimètre, on va à nouveau le brancher quelque part, mais où? Le fil noir, lui, on va le brancher sur la masse. Alors, ce n'est pas facile de venir ici, là, il n'y a pas de trou. Par contre, là, il y a une résistance qui ne sert à rien. Elle est branchée là, elle ne sert à rien. Mais en fait, si elle ne sert à rien, il y a une partie métallique. Donc, je vais venir
pincer manuellement ou avec une petite pince. Il y en a certains qui ont des petites pinces croco. Pour l'électronique, c'est toute petite pince croco. Donc je viens pincer, fixer ma fiche noire de mon multimètre et avec ma pince sur une des pattes ici. Et si je possède une deuxième fiche croco de la même manière, là, je vais venir me pincer là, sur cette patte métallique-là, je vais me pincer ici. Donc, ce qui me permet de laisser mon multimètre à plat, quand je suis seul. Si je ne suis pas tout seul, mais bon, en général, moi, je suis seul. Donc, je fais ça, je me fais un TP, je me prépare un TP. Je pose mon multimètre, je prends mon capteur et je le passe noir-blanc, noir-blanc, noir-blanc. Et si tout va bien, sur mon voltmètre, je vais lire 0 volts, 3,7, 0 volts, 3,7. Et quand je passe du blanc au gris, je vais s'il va monter, puis après il va descendre. Ça voudra dire que tout va bien, que le capteur est valable et je peux passer à la suite, en fabriquer un deuxième, en fabriquer un troisième ou continuer. Donc voilà ce qu'il faut faire pour et fabriquer et tester. Ça va? Y a-t-il des questions? J'ai été assez clair là? Super. Hein? Super. Merci. Il me donne un bon point. C'est bon? Ok. Alors, donc ça c'est pour la partie fabrication. Maintenant, il faut commencer à se préparer une structure apte à recevoir notre carte et à rouler. Donc, à commencer à construire. Donc, on va avoir les capteurs, il nous faut les moteurs. On va tester les capteurs et les moteurs. D'abord, on va tester les moteurs, on va voir que tout va bien. Et ensuite, on va ajouter des éléments jusqu'à arriver à la maquette que vous avez vue tourner. Alors, pour cette maquette-là, il faut du matériel, on l'avait dit. Je vous ai énuméré ici, qu'est-ce que c'est celui-là? Ah oui, ça c'est pour en double, je vous l'ai fait en double. Je vous l'ai fait en double, ce qu'il faudra quand vous serez... c'est comme ça on avance, hein, ceux qui auront pu avancer. Donc bien évidemment, il vous faut du matériel. Voilà à peu près ce que vous devez mesurer, si tout va bien, sur les capteurs. Donc je vous ai marqué ici ce qu'il faut faire. Hein, là, pareil. Hein, c'est où? C'est là. On utilise un multimètre en mode voltmètre pour mesurer la tension sortie du capteur. Pour cela, on fixe le fil noir sur la résistance horizontale et le fil rouge sur la résistance R2 côté en bas du capteur. Je voulais rajouter, je l'ai écrit. Je l'ai écrit en même temps. Et voilà ce qu'on attend. Ensuite, on est sur la structure. Donc, la structure. Donc, première structure, celle que vous avez vue. Pour cela, je suis allé énumérer les différents éléments tels que moi je les avais achetés. J'ai mis à jour les prix chez Gotronic. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de voir qui souhaite s'équiper sur cette structure-là, faire un achat groupé. Je ne sais pas qui, enfin, vous voyez ça entre vous, on va voir ça. Et j'ai calculé que pour faire celui-là, on était à 40 €. Donc les deux moteurs plus deux roues, une roue folle, un petit accu lipo, le chargeur d'accu, c'est ce qui est le plus cher, la plaquette d'essai, j'ai trouvé donc 4,50 la plaquette d'essai. Voilà ce qu'il faut a priori pour faire ça. Oui. C'est quoi la roue folle? La roue folle, c'est ça là. C'est le troisième point d'appui. La plupart de ces robots utilisent une technique, la technique dite du char. Donc dans les chars, alors ça on n'a pas parlé, mais comment fonctionne un robot? Un robot mobile, donc un véhicule mobile. Ça peut être comme une voiture à 4 roues. Mais non, ce n'est pas pratique. Parce que la technique de conduire, tu ne sais pas faire des créneaux. Bon, donc en fait, la technique dite de la voiture, c'est le type Ackermann, du nom de l'inventeur. Et ce n'est pas très pratique. Pour reculer, ce n'est pas génial. Pour avancer, c'est bien, mais pour reculer, ce n'est pas génial. Donc... sur ce genre de je sais pas comment on appelle ça, de machine, de robot. Structure mobile. Il y aura forcément sur une des deux roues arrière qui va tourner dans l'autre sens. Non, les deux roues vont soit en marche avant, soit en marche arrière, soit tu fais ce que tu veux. Là, pour l'instant, on va... Et pour tourner. Il y en a une qui tourne et l'autre pas. Alors, j'explique maintenant. Bon, donc la technique Ackermann, celle de la voiture, ne convient pas à ce genre de truc. La technique qui convient, c'est celle du char, le tank. Donc dans les tanks, bon maintenant ça a changé, oui. Maintenant c'est des joysticks, mais à l'époque, c'était, regardez le film Indiana Jones,
c'est 2 manettes, donc vers l'avant, vers l'arrière, tourne à gauche, tourne à droite. Je ne sais pas, je n'ai pas conduit d'hélicoptère, je n'ai pas conduit de char non plus. Bon. Les hélicoptères, c'est des trucs comme ça. Je sais pas. Bon, alors, donc, en fait, on est sur une technique où on a 2 moteurs. Avec 2 moteurs, ça suffit pour faire tous les déplacements. Et en particulier, le déplacement qui est rotation sur place. Je mets une roue dans un sens, une roue dans l'autre sens, je tourne sur place. Je peux avancer, je peux faire un arc de cercle, et puis surtout, je peux tourner sur place. Bon, maintenant, 2 roues, c'est 2 points d'appui. Et c'est pas équilibré, ça. Oui, l'homme, il y arrive, mais l'homme, il a un cerveau, et tout ça, il réfléchit. Sinon, le bébé, lui, il a besoin de... Bon, alors donc, sur un système comme ça, il faut 3 points d'appui. Donc, le 3e point d'appui, c'est n'importe quoi. Et nous, on va utiliser une bille en acier ou en plastique qui tourne librement dans une petite pièce. Alors, on peut la fabriquer aussi, celle-là. Je crois que je l'ai vue. Donc, si vous avez une petite bille, standard, c'est mieux les billes d'acier, mais une bille quelconque, on peut fabriquer avec une impression 3D la structure qui bloque la bille et qui permet de faire le 3e point d'appui, donc ce que vous observez ici. Mais on peut aussi s'en passer totalement, et parce que, bon, là, c'est pas très grave, et mettre tout simplement une demi-sphère qui frotte par terre. Alors, bien évidemment, quand ça frotte, ça fait des frottements, donc le véhicule ira moins vite que s'il a une bille. Évidemment, mais ça marche quand même. Donc, et là, je vous ai proposé maintenant une version beaucoup moins coûteuse. Celle-là, elle coûte quasiment rien, mais un petit peu. Qu'est-ce qui coûte? Des joints toriques pour faire les pneus. Tout le reste, c'est fabriqué 3D. Des engrenages, ça ne coûte pas très cher, les engrenages. Alors, les blancs, là, j'en ai des tonnes. Par contre, le petit, j'en ai pas beaucoup. Et le moteur, vous allez me dire, ben, le moteur, en fait, c'est issu des CD-ROM. C'est des moteurs pas chers, enfin pas chers, ça coûte pas cher, c'est vrai aussi. C'est des moteurs dits solaires et qu'on trouve sur les lecteurs de CD-ROM. Donc je crois qu'il y en avait qui en avait amené la semaine dernière. Qui c'est qui avait amené ça? C'était toi, ouais. Donc tu en as des moteurs de CD-ROM. Donc si vous récupérez, si possible, 2 lecteurs de CD-ROM de même marque, oui, voilà, c'est ça. Fais-le passer, peut-être. Donc, après, tu peux faire passer celui-là aussi. Hein, ça, je me suis amusé à faire ça l'année dernière. Et là, je l'ai testé, parce que je pensais que ça marcherait. Puis, je ne me suis pas trompé, ça marche bien. J'ai mis une petite pile, un petit cul. Alors, il ne va pas vite, on s'en fout. Mais par contre, il marche bien. Il y a pas mal d'engrenages. Il y a 2 engrenages. On a une réduction par 25, 5 et 5. Ce qui fait que ça donne pas mal de coupe, malgré un moteur qui est rikiki. Ça avance et ça porte c'est à peu près 200 grammes, ça. Je vous expliquerai comment plus tard on fait. Je vais montrer ça. Comment on trouve le couple nécessaire au moteur à partir du poids. Non, parce que ça, c'est des maths. Un jour, vous avez envie de bouffer des maths, je vous en ferai un petit peu plus. Ça ira, hein, ça va les maths. Hein. Vous en avez assez, vous n'êtes pas venu pour faire des maths. Donc, donc, si vous récupérez, on peut demander à Raja si on peut récupérer peut-être des vieux CD-ROM là-dedans. Donc, les CD-ROM, c'est plus à la mode. Si vous avez des lecteurs de CD-ROM qui traînent, si possible, il en faut 2 parce qu'à l'intérieur, il y a 3 moteurs différents. Alors, les 3 moteurs, il y en a 2 qui sont intéressants. Le 3e, il est un peu compliqué. C'est un brushless, c'est plus compliqué. Mais il y en a les 2 autres, c'est des standards. Et les 2 peuvent sortir. Je vais faire un 3e modèle. J'attends des engrenages qui viennent de Chine. Et je vais faire un 3e modèle avec l'autre moteur qui est à l'intérieur. Pourquoi il y en a sur cette structure mobile, il n'y en a qu'un de capteur et sur l'autre, il y en a 2? Parce que celui-là, il n'est pas fini. Je suis en train de le construire. Là, il vient d'être, j'ai vissé cet après-midi, j'ai testé hier voilà, il vient d'être monté. C'était pour vous. Sinon, je n'aurais pas fait. J'aurais fait plus tard. Mais je me suis dit, tiens, je vais en faire un, comme ça, vous allez voir. Et comme ça. Bon, voilà. Donc, l'idée, c'est de vous proposer quelque chose. Je me suis dit, c'est intéressant de voir qu'on peut très bien. Alors, évidemment, ce sera moins performant que celui-là. Et en vitesse, et en
oui, alors, le frottement, tout ça, les moteurs sont plus intéressants. Mais on y arrive quand même. Ça, c'est des moteurs solaires. Donc les moteurs solaires, ça ne consomme rien aussi. Hein. C'est intéressant. Donc si vous récupérez des lecteurs de CD-ROM, vous en avez, vous voyez, hop, allez, vous les prenez, vous les démontez. Hein. Ah ben, si tu n'en as pas, tu es coincé. Tu essaies d'en trouver ailleurs. On est obligé d'en acheter. Non, mais après. Des lecteurs de CD-ROM? Non, je veux dire des petits moteurs, parce qu'on en peut en acheter sur Gotronic. Oui, voilà. Alors, ceux-là, on les trouve en Chine par paquet de 10. Combien? Fait chez Gotronic, il est à 103 € Non, mais non, en Chine, pas paquet de 10. C'est vendu par stock, ça. On peut les acheter ou pas au lieu de- C'est ceux-là, oui, on doit pouvoir les acheter, ouais. Après, il faudrait voir avec Raja si on peut pas en récupérer, je sais pas si les trucs. Oui. C'est les Il y a un truc que j'ai pas compris, tu parles d'un moteur solaire, Alors, ça s'écrit comment solaire? C'est pas le Si, solaire. solaire, c'est Du soleil, solaire, l'adjectif du soleil, solaire, S-O-L-A-I-R. Parce qu'il ne consomme pas beaucoup. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. j'ai compris. 30 centimes. Il est bien adapté à recevoir l'énergie d'un capteur. Voilà, tu as Il y en a compris. combien? Je me demandais si c'était par le nom de quelqu'un. Non, tout à fait, non, effectivement, dans le domaine des gadgets solaires, on trouve des éléments mobiles, des petits véhicules. Et donc, si c'est un véhicule, alors, on les habille sous la forme de, je sais pas quoi, Formule 1, tout ce que vous voulez pour faire joli, tout ça. Parfois, c'est une coccinelle. Vous avez une toute petite cellule solaire et il y a un moteur. Alors, parfois, il y a des moteurs qu'on appelle les moteurs de vibreurs qu'il y avait dans les anciens téléphones, qui étaient tout petits. Mais cela, ça marcherait, mais bon. Mais sinon, on a ce modèle-là. Et ce modèle-là, effectivement, est appelé, et si vous cherchez moteur solaire, vous trouverez cette référence-là, cette forme-là, cette référence-là. Et donc, effectivement, il ne consomme rien. Sur une pile, une petite pile de rien du tout, ça va durer 2 heures, 3 heures, voilà. Et évidemment, on peut le faire démarrer à partir d'une petite cellule solaire. Donc, c'est dans ce sens-là. Il faut mettre un réducteur derrière ou... Alors, il faut mettre un réducteur parce que tous les moteurs vont trop vite. Ils n'ont pas assez de couple et ils vont trop vite. Donc toi, tu l'as fait avec tes engrenages. Alors moi, j'ai récupéré des engrenages là. Il se trouve que l'axe est parfaitement adapté aux engrenages que j'ai à ma disposition, qui sont un standard. Donc il m'a fallu quand même mettre 2 engrenages, donc réduction par 5 et 5. Donc ça fait 25, 5 x 5, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, 5 x 5. Donc en réduisant la vitesse de 25, ça augmente le couple de 25, d'autant, c'est dans l'autre sens. Et donc le mobile, il avance. Alors que si j'avais fait direct, en axe direct, il ne démarrait pas. Il n'y a pas cette force. Donc on va pouvoir le vérifier, hein, je vais vous le mettre en... donc par contre, celui-là, alors on peut en acheter aussi, c'est pareil, hein, si vous voulez utiliser celui-là. Là, le gros avantage de celui-là, c'est que vous allez quasiment tout faire. Alors il y a quand même des choses à acheter. Il faudra trouver une pile et il faudra trouver, pourquoi j'ai mis pile moi? Accu, là, il faut que je mette accu. Et il faut le chargeur. Ou on le récupère sur des packs de charge, oui. C'est pour quand, par exemple, pour la semaine prochaine? Non, c'est quand vous voulez, on va avancer, parce que moi je vais en prêter, là, donc vous pouvez... Mais l'idée, c'est que si je vous en prête, je vous prête, c'est un prêt. Et oui, Et voilà, mais il faut le plus vite possible Si t'en- avoir tout le matériel. c'est ça. Alors, oui, mais enfin, bon, si tu peux essayer de t'en fabriquer un, de récupérer, gratte autour de toi, demande s'il n'y a pas des gens qui n'ont pas des vieux CD-ROM, tout ça. Fais-toi plaisir à le démonter. Oui, Tu verras, ça te coûtera quasiment rien et tu seras super content de démonter le CD-ROM et tout. C'est très formateur de démonter un CD-ROM, oui. C'est quoi la différence du coup entre le moteur de CD-ROM et le moteur que vous avez mis là-haut là? Et celui de ce robot-là. Celui-là est plus performant. Beaucoup plus. Celui-là, il a été étudié pour faire des petits robots. Donc, il est tout petit, minuscule. L'engrenage, on ne le voit quasiment pas. Il est en métal, il est à l'intérieur. L'autre, il est gros, il est visible. Du coup, si on ne trouve pas de moteur CD-ROM, on peut prendre un moteur. Ah, mais oui. Alors, encore une fois, voilà. Je vous propose ça. Allez, on va dire le moins cher, le plus cher. Après, entre les deux, on peut tout faire. Bon. Hein? On peut mettre 2 et 12. Hein. Donc, alors, si vous avez envie de vous faire plaisir et entre autres de pouvoir participer au tournoi, ça c'est pas mal. Mais là, on y arrive aussi. On ne gagnera pas avec ça, mais on pourra participer sans problème.
Oui. Je viens de me dire que Gagner non plus avec ça. j'ai pas des moteurs de CD-ROM chez moi, mais j'ai 2 petits moteurs, vous savez, les classiques, un peu plus longs. Enfin, c'est des petits moteurs un peu plus longs, je sais. Alors, il faut que tu les amènes. Si vous avez... Alors, si vous avez des petits moteurs en double et si possible identiques, hein, on regardera si on peut les adapter. Je vais vous aider à... Alors, le standard, celui-là, c'est un... Voilà, ça, c'est un moteur très, très classique. Ça, même, je peux vous en donner, j'en ai plein. Bon, ça c'est le moteur le plus vendu au monde. C'est le moteur dit de jouer. C'est une belle merde, sauf si vous y mettez le prix. Sous la même forme, vous avez des bêtes de compétition. Donc, si vous l'achetez à 1 €, c'est une merde. Si vous l'achetez 10 €, c'est pas la même chose. Ça a l'air d'être le même. À l'intérieur, c'est pas du tout pareil. Voilà. Donc ça c'est très bien, ça. Ça, c'est pas mal du tout. Si vous avez ça, je ne vois pas d'ici. Ah oui, ça, je crois savoir ce que c'est. Alors ça, c'est ce qu'on trouve sur les... Alors toi, tu as autre chose. Toi, tu as des moteurs qui sont des servomoteurs modifiés, c'est-à-dire que tu as et le moteur dedans et les engrenages sous un format un peu particulier. Est-ce que c'est adapté pour faire un robot? Ça a l'air d'être un robot, ça. Donc, montre-moi, voyons, que je vois. OK. Alors, celui que tu as dans ta main droite, c'est celui qu'on trouve dans les CD-ROM. Et l'autre, il est issu d'un jouet, peut-être. Donc, on ne peut pas les mettre ensemble. C'est soit 2 comme ça. Mais ce genre de moteur-là, c'est bon? Oui, oui. Alors, ce qui va compter derrière, c'est la taille de l'axe. Parce qu'il va falloir mettre un engrenage. Il va tourner trop vite, il va falloir mettre un engrenage. Alors, moi, ce que je peux vous donner sans problème, parce que j'en ai pas des tonnes, mais j'ai des gros sachets, c'est ces gros engrenages blancs que vous voyez là, sur le robot qui se balade là. Il est où? Voilà. Les engrenages blancs, je les ai en blanc, je les ai en rouge, mais enfin, je vous expliquerai pourquoi de la couleur. Donc, ceux-là, j'en ai plein. Par contre, le petit pignon à 10 dents qui est rouge, là, j'en ai pas énormément. Alors, chez Gotronic, on le trouve. Des sachets de 10 pour je ne sais pas combien, à voir. Donc, l'idée, c'est de regarder. Pardon? Alors, le problème, c'est que ce n'est certainement pas un module 5. Il faut le regarder. Regarde si tu arrives à entraîner proprement les engrenages blancs. Si tu n'y arrives pas, il faudra l'enlever pour mettre un engrenage. Et il faut que tu aies un diamètre ici de 2 mm. Si tu n'as pas ce diamètre-là, ce qui est le cas de l'autre moteur, donc là, j'ai commandé en Chine des pignons du même style, mais avec un diamètre adapté. Alors, il faut savoir qu'au niveau des engrenages, il y a ce qu'on appelle des normes, comme pour les vis, tout ça. On appelle ça des modules. Donc, il y a le module 0,1, 0,2. Là, on est sur des 0,5. Les Lego, vous avez tous joué au Lego, vous avez tous joué à utiliser des engrenages Lego. C'est du module 1, le Lego. Alors, le Lego, c'est top. Les engrenages Lego, il n'y a pas plus costaud. C'est terrible. On pourrait faire un robot avec des engrenages Lego. Pourquoi pas? Vous voulez utiliser des moteurs Lego, des engrenages Lego, aucun problème. On arrivera à les piloter très bien. Simplement, ils sont un peu chers, les moteurs Lego. Mais surtout les derniers. Les anciens passent encore, mais ça reste... si vous avez un souci avec un moteur Lego, je peux vous aider à le réparer. Il faut l'ouvrir, tout ça, c'est un peu délicat, mais... Enfin, il y a des limites jusqu'à la réparation, mais... Et c'est payant? Quoi? C'est payant si c'est vous qui le réparez? Non, c'est toi je vais te montrer, tu vas le réparer avec moi. Mais non, moi je te montre comment il faut faire. Tu le démontes devant moi, je te dis ne fais pas ça, fais ça, fais ça, fais ça. La référence moteur plus roue de Gotronic, 34460. Pour quel... Moteur plus roue la première. Ouais. Et alors? Ben rien, on dit moteur, je suis sur le site de Gotronic. Tu tapes 34460? Oui. Ça devrait marcher. Rajoute un 0 devant? Non, je pense pas. Va dans les moteurs, va dans les engrenages. Tu choisis engrenage, tu descends jusqu'à ce que tu tombes sur moteur plus roue et que ça ressemble à ces roues un peu épaisses. Donc voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver toutes les propositions possibles pour que chacun y trouve son compte. Donc moi, je préférerais que vous récupériez chez vous du matériel plutôt que lâcher. C'est pas une question de... C'est pas que je vais vous faire faire des économies,
Mais il vaut mieux dans un premier temps qu'on s'entraîne avec de la récup et que quand on soit à l'aise, on se dit bon allez maintenant j'ai envie de mettre de l'argent, j'ai envie de m'acheter ce moteur-là parce que je sais que ça va être performant, voilà. Et c'est vrai que l'argent s'il faut en mettre c'est sur les moteurs. C'est là où il y aura l'efficacité. C'est pas sur l'électronique, c'est pas sur la structure, c'est surtout sur les moteurs. Les lecteurs de disquettes, ça marche aussi? Non. Non, les lecteurs disquettes, ce sont des moteurs pas à pas linéaires, qu'il y a aussi peut-être sur les sélecteurs de CD-ROM. Non, c'est les moteurs de CD-ROM qui sont les plus efficaces. Donc ça, qui c'est qui m'a filé? C'est Alain. Bonsoir. Donc ça c'est bien ça. Alors le gros problème, c'est que comme c'est des moteurs dits de jouet, vous savez pourquoi il y en a qui gagnent beaucoup d'argent à Noël en vendant des piles. Parce que les jouets de Noël, il faut les acheter avec des piles et que les piles, ces moteurs-là, ils consomment énormément. Ils ont un très mauvais rendement. Donc, c'est pour ça que c'est une grosse daube, ces moteurs-là. Voilà. Bah après, si on les change, ils sont mieux. Enfin, ils ne sont pas toujours mieux en termes de consommation, mais surtout en termes de performance. Donc voilà. Donc il y a différents moteurs. Alors moi, j'en ai des moteurs comme ça, j'en ai des solaires, j'en ai quelques-uns. Je peux pas en avoir énormément. Et le seul problème, c'est que les récupérations que j'ai fait, c'est une chose. Mais en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'avoir deux moteurs identiques. Donc vous allez prendre deux CD-ROM qui a priori sont les mêmes. Vous allez démonter, vous allez regarder les étiquettes pour voir s'il y a la même référence. Et là, aux surprises, ce n'est pas la même référence. Et pourtant, c'est la même marque. Ils ont compensé avec un correcteur de vitesse intérieur, tout ça. Donc il faut absolument avoir ça. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Votre robot, vous allez le mettre en place et naturellement, il est déséquilibré, donc il part d'un côté ou de l'autre. Donc alors évidemment, le système électronique va compenser. Mais si déjà, dès le départ, il tourne droit, c'est comme la voiture. Hein. Quand vous lâchez le volant, il faut que ça parte droit. Hein. Sinon, vas-y, je te mets un coup, et puis les pneus commencent à user et tout. Bon, voilà. Donc, on va regarder, je l'avais déjà dit, donc regardez, chercher. Il y a du temps encore, il y a du temps. On peut commencer à s'équiper tranquillement par rapport à ça. Il y a des choses à apprendre. Hein, le temps que chacun s'équipe. Aussi, vous pouvez vous équiper en groupe. Vous pouvez décider de le faire à plusieurs. De toute manière, quand on passera quand on passera sur la deuxième phase, hein, le robot qui va plutôt sur la compétition, là, il vaudra mieux vous grouper. Il y en a qui vont réfléchir plutôt à la partie motorisation, puissance, programmation peut-être. Il faudra faire des équipes plutôt que chacun faire son robot, si on veut être performant. Bon, la référence marche toujours pas. Alors, hop, Gotronic. Je vous repasse celui-là qui était l'ancien, comme ça vous regardez. Et ce qu'on pourrait faire, c'est que si, par exemple, on a déjà du matériel qu'on a déjà acheté ou qu'on a déjà chez nous, on pourrait le laisser ici quelque part pour au moins, par exemple, c'est notre truc et pour ne pas le ramener chez nous et l'oublier. Donc, il faut voir avec Raja pour installer un emplacement afin que chacun laisse son matériel. Hein? Ça ne sera pas sous clé. Ce ne sera pas sous clé. Il faut qu'on voie avec Raja pour ça. Il faut qu'on voie celle qui gère toute cette partie administrative. Là, vous avez un exemple ici, vous voyez, pour 12,50 €, vous avez ça. Hop. Les roues sont quelque part? Ah, bon. Donc là, vous avez des motoréducteurs, c'est ces petits blocs qui sont bleus, là. Là, ils sont noirs. Et vous avez une roue qui est adaptée pour plutôt que bon là ils ont par souci d'économie ils ont utilisé un bouchon
Voilà. Et peut-être que normalement, il y avait un élastique aussi par-dessus pour faire l'adhérence. Normalement, on met un petit élastique pour faire de l'adhérence. C'est mieux que le bouchon nu. C'est un petit plus normalement. Mais ça, c'est pas mal. Mais ceux-là, normalement, alors je ne sais pas si c'est des modèles, je pense que, oui, Continuous. Donc ça, c'est les mêmes que ceux-là. Donc ce sont des modèles, ça ressemble à des servomoteurs. Alors ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un servomoteur, pour l'instant, je parle chinois. Pour les autres, je pense qu'ils ont compris. Donc pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un servomoteur? C'est un mécanisme qui a été inventé il y a de nombreuses années pour asservir en position un élément, par exemple un palonnier, un gouvernail. Donc c'était plutôt utilisé dans l'aviation, dans la marine. Et du moment que vous vouliez avoir une position, en général, c'est quelque chose qui permet de positionner avec un angle de 0. Alors, ce n'est pas jusqu'à 360, ça s'arrête soit de 0 à 180, soit de 0 à 270. D'accord? Et vous envoyez une information issue d'un montage électronique. Pour l'instant, on n'en parle pas de l'information. Et ça permet effectivement de positionner précisément votre élément mécanique en position, en angle. Donc, on imagine pour un gouvernail, pour les avions, dans l'eau, pour le gouvernail, tout ça, c'est utilisé. Alors, ce système-là est très bien parce que dans une boîte, vous avez le moteur qui ne consomme pas beaucoup et vous avez tout plein d'engrenages qui démultiplient pour obtenir le positionnement. Avec un inconvénient, c'est que comme normalement c'est fait pour un positionnement, c'est lent. Donc, avec ce genre de moteur, qui sont modifiés pour être en continu, donc là c'est marqué, c'est pas marqué, c'est pas dit, mais normalement ce sont des moteurs qui tournent, ils ne s'arrêtent pas, ils tournent en continu. Là c'est marqué dessus, c'est marqué Continuous Motor, donc ça veut dire qu'effectivement vous envoyez une impulsion et le moteur tourne, alors que normalement il devrait aller en position, se caler. Donc là ils ont été modifiés, peu importe comment, mais dans tous les cas ils sont lents, beaucoup plus lents que ce que nous on va en faire. Même le plus mauvais des robots qu'on fait, avec le plus mauvais moteur, sera toujours plus rapide que celui-là. Mais là, ça existe, c'est bien sympa, c'est pratique, ça évite de fabriquer et les engrenages. Vous avez vu que les engrenages sont... Mais si on va plus loin, on va trouver ce fameux, pour à peu près le même prix, vous voyez. Donc on va le chercher. Alors les moteurs, c'est ceux-là qui sont super. Ils sont à tous les prix. Et donc, où il est, le voilà. Voilà. Donc la référence 36 460. Voilà. Donc il est à 7,40 € TTC. Je ne sais pas ce que j'avais mis tout à l'heure. Est-ce que j'ai mis hors taxe? Donc je crois qu'il est encore augmenté. Donc là, vous avez... J'ai fait une erreur? Bon, il faut corriger. C'est corrigé? Ok. Donc voilà ce que j'ai utilisé. Donc il faut en acheter 2. Bon, ça c'est bien. C'est bien parce que c'est pas très cher et vous avez immédiatement le moteur, la roue, le petit capot qui le fixe avec les vis sur le châssis. Donc ça c'est vraiment très pratique. En robotique, dans le monde entier, tout le monde utilise cette technique-là. Ces moteurs-là, cette forme-là, il existe sur ce format-là une 50aine de variétés en vitesse, en force. Et les roues sont adaptées. Il y a d'autres roues aussi que celle-là. OK? Donc celles-là sont pas mal du tout. Là, franchement, c'est fait pour. Voilà. Donc, je vous propose ça, mais encore une fois, il y en a d'autres. Vous avez vu juste avant, l'autre modèle. Et pour le concours, il y a une notion de vitesse? Oui. Évidemment, le plus rapide gagne. Voilà. Pour le concours, moi j'utilise... Est-ce qu'il n'y est pas... il n'y est pas celui que j'utilise. C'est un 10-1. Il n'y est pas le 10-1. Il y a le 30. Il n'y est pas le 10. Donc je l'achète ailleurs. Je vais ailleurs pour le trouver. Et c'est un modèle avec une réduction de 10. Pour les compétitions, je vais sur un site qui est fait pour faire de la compétition, ce qui est en Turquie. C'est Juste Sumo.
J Sumo. Donc là, voilà, j'achète des cartes comme ça pour faire les sumos. Ça, c'est des trucs pour gagner les compètes. C'est la référence mondiale pour gagner les compétitions dans le monde entier de robotique. Vous avez des trucs tout faits. Par contre, en général, il faut faire attention, suivant les règlements, vous n'avez pas le droit d'acheter tout. Il faut que vous fabriquiez une partie. Si vous achetez tout complet, vous êtes disqualifié. En particulier dans la compétition que moi j'organise, je ne veux pas que ce soit un kit acheté complet. Il faut que ce soit fabriqué, qu'il y ait des parties. Alors je comprends qu'on achète les moteurs, je comprends qu'on achète les roues, mais il faut au moins fabriquer la structure, voilà. Donc là, vous allez avoir des... Qu'est-ce qu'on était en train de chercher? Les moteurs. Les voilà. Donc ils sont ici. Donc c'est des moteurs. Donc là, vous avez des... je ne sais pas où il est. Ça, c'est de l'alu. C'est juste, non, c'est du laiton. C'est la structure qui, au lieu d'être en métal, est en laiton. La couleur, c'est du laiton. Oui, on voit les pignons là, ouais. On les voit, ouais. Tout à fait. Mais si vous regardez bien sur celui-là, vous allez voir les pignons, hein, c'est les mêmes. Hein. Il y en a moins, il y en a plus pour arriver à la vitesse souhaitée. Donc voilà, ça c'est ce que j'utilise. Alors je ne vois pas le indice, il n'est pas là. Bon, peut-être qu'ils l'ont plus, il est en rupture de stock. Donc voilà, moi ce que mes étudiants pour les compètes, et de façon générale tous les gens qui participent aux compétitions, pour gagner, ils utilisent ce genre de... Ils vont chez eux, on les achète chez ce gars-là, et ça c'est performant. Et ces pneus sont fantastiques. Ces pneus qu'on trouve pour les sumos, vous verrez la compétition sumo, je vous en ai parlé un petit peu, donc on les prend là, ils sont terribles. Alors, c'est pas parce qu'ils sont terribles que vous allez gagner, parce que tout le monde a les mêmes, donc le gagnant, c'est celui qui va se fabriquer ces pneus qui ont une adhérence supérieure à celle-là, qui sont pourtant très bons déjà. Bon, donc en termes de moteur, moi je pense personnellement, si j'étais à votre place, j'essaierais de fouiller dans mes affaires. Après, moi je suis d'une génération où on ne jetait pas, on allait chercher, avant d'acheter. Maintenant, je reconnais que je cède un peu à la facilité et j'achète. Mais parce que bon, je suis prof, parce que voilà, parce qu'il faut que j'en fabrique pour à chaque fois x10, x20. Donc, et puis c'est pas moi qui paye, c'est moi quand même. Mais c'est nous, voilà. Donc on a une somme, on achète et puis voilà. Dans un CD-ROM, il y a plusieurs moteurs. Il y a 3 moteurs. Il y a un brushless qui est un peu compliqué à utiliser, spécial, on n'en parle pas. Et il y a 2 moteurs qu'on continue, un solaire comme ça et un, montre-moi l'autre là, le deuxième qui était un peu plus long. Celui-là, et tu as celui-là dedans. Voilà. Celui-là, c'est pour la tête de lecture. Je ne sais plus lequel c'est. Oui, mais le pignon, encore une fois, les pignons sont pas. Fais-moi passer, vas-y. Alors celui-là, non. Celui-là, c'est pas celui qu'on trouve dans les CD-ROM, parce qu'il est trop gros. De loin, tu vois. Donc celui-là, ça fait, si on a 2 comme ça, avec ça on peut faire, et si ça se trouve c'est du module 0,5. Je pense qu'il va bien dessus. Le même axe. Ouais, donc là si tu en as 2 comme ça, tu peux faire une bête de course avec ça. Là 2 identiques, il faudra enlever les petites électroniques qui est derrière, qui est une protection. Ça vient d'un jouet ça. C'est ça à quoi l'électronique? On verra plus tard. On verra plus tard. Je vous expliquerai plus tard. Pour l'instant ça sert à rien, je vais en perdre du temps. Diode de roue libre et antiparasitage. Voilà, je t'ai répondu, mais ça c'est génial. Si tu en as 2 comme ça, le problème il est là, il faut en avoir 2. Donc souvent, moi j'ai énormément de moteurs. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je les ai jetés parce que à chaque fois c'était des moteurs récup et jamais j'en avais qu'un. Donc maintenant, bon, après un moment donné, j'ai arrêté, je suis passé et j'ai compris. Donc là, je vous donne tout de suite mon ressenti, mon expérience. L'Argup, oui, mais en double à chaque fois. Hein, voilà. Donc, est-ce que, tiens, moi j'en ai un autre. Regardons tout ça et voilà. Et puis, tiens, toi tu me passes ton moteur, moi je te donne mon moteur et voilà. Les récupérations de CD-ROM, j'ai fait pendant des années. Les étudiants, je les prenais première séance, deuxième séance, comme ça. C'était on démonte un CD-ROM, on récupère tout ce qu'il y a dedans. Il y a des axes aussi qui sont très très bien, oui. Des moteurs de ventilation de PC, ça peut... Non. Non, ça va pas, ça sert à rien. Ça marche pas. Non, c'est ça qu'il faut, ce modèle-là. Voilà. Mais il y a quand même toute une collection de moteurs. Hein.
Si vous démontez des jouets, vous allez trouver celui qu'on a vu là. Et ça peut, c'est très bien. Moi, j'en ai fait des tas. Mes premiers robots, ils étaient avec des trucs comme ça. Je vous montrerai, je vous amènerai un de mes premiers robots un peu pipeau, mais il avait des moteurs comme ça, qui frottaient directement sur la roue au lieu des engrenages. Bon, ben, ça fait un engrenage, hein, un pignon qui tourne rapidement sur un pneu. À l'époque des Solex, ça vous parle les Solex? Bon, ben, un pignon rapide sur le pneu avant, avec le galet. Ben, et puis, il ne va pas très vite le Solex, hein, et ça marche. C'est la démultiplication. Donc, je répète, cherchez dans vos affaires, si vous le souhaitez. Après, si vous ne le souhaitez pas, vous voulez en acheter, vous avez des propositions. Donc, chez Grotronic, je vous conseille plutôt chez Grotronic que chez Jusumo, parce que c'est beaucoup plus cher, là. Donc, on verra plus tard. Là, on n'en est pas là. Mais chez Grotronic, on a vu ensemble les... Oui. Je sais que vous ne vouliez pas en parler, mais j'avais une petite question par rapport au moteur brushless. Ils ont beaucoup de couple, hein, ces petits moteurs brushless. Oui. Est-ce que ça ne serait pas la solution pour ne pas avoir d'engrenage? Ça nécessite effectivement d'alterner, mais il y a des petits modules qui permettent de les piloter. Est-ce que c'est une solution? Ouais. Les moteurs, alors il est très difficile de trouver des moteurs brushless qui ont peu de vitesse. Et là, il faut pouvoir démarrer. Ces moteurs brushless sont faits pour soit être démultipliés, en général en axe direct, comme par exemple pour les drones. Ils ne sont pas démultipliés et donc ils tournent très très vite tout de suite, mais c'est ce qu'on veut. Et on fait varier la vitesse à la grande vitesse. Là, il faut qu'on démarre, il faut qu'on ralentisse, il faut qu'on fasse une rotation sur place doucement. Donc ils ne sont pas adaptés. Ils sont pas adaptés. Effectivement, il y a très très longtemps qu'on a pensé à ça, le brushless. Pour ce genre d'amusement, ils ne sont pas adaptés. Et en plus, alors certes, il y a des petits modules qui les commandent, mais ils ne sont pas simples à piloter par rapport à cela. Cela, on applique une tension, ça marche. Faire varier la tension, on verra que ce n'est pas hyper compliqué. Mais là, il y a 3 phases à piloter. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Les moteurs de tournevis électriques, ça a un couple? Alors, les moteurs de tournevis électriques, ce sont des moteurs courant continu, et c'est le cas en général. Ça fait partie des moteurs les plus puissants qu'il y a, effectivement, et on peut s'en servir pour des robots sumo, pour pousser très fort. Mais ce n'est pas ce qu'on veut là, on ne fait pas un sumo, on fait un suiveur de ligne. Donc, on veut de la vitesse, démarrage, vitesse, et le couple, on n'en a pas trop besoin. On a besoin d'un peu de couple un peu au démarrage, mais pas tant que ça. Et après, ce qu'on veut, c'est la vitesse. Donc, il faut trouver un compromis. Donc, les moteurs sont très intéressants. Par contre, ils sont très encombrants. Il faut tout le système d'engrenage. Donc, on va les trouver sur des robots gros pour des besoins spécifiques. J'avais fait des compétitions où le but était de pousser l'adversaire sur des très gros robots. Et là, c'était très efficace. Et ça poussait très fort. Il ne fallait pas mettre la main parce que... Ben, elle partait avec, quoi. Je veux dire. Donc, mais il faut de la pêche. Hein. Donc là, on n'y est pas. Ça ne sert à rien. Non, on veut ici, pour qu'il soit rapide, il faut qu'il soit léger. Donc, c'est des petits moteurs. On les a vus, on a vu ensemble, peut-être, je vous avais montré des courses de vitesse, non? Non. Hein? Je ne vous ai pas montré? Des courses de vitesse Si, on a vu, non? Si, en vidéo. En vidéo, ouais. Ouais. Donc, c'est des robots fins, petits, petits trous, petits moteurs, et puis ça bombe comme c'est pas possible. Il ne faut pas oublier que derrière, on a une piste qui est assez courte. Ce n'est pas une route, hein. Donc pas pareil. Donc les brushless, non, les moteurs, mais pour différentes raisons. Donc là, voilà, je vous ai montré les robots. Ça ressemble énormément à ceux qui sont là. En taille, c'est quasiment les mêmes. C'est juste qu'ils sont plus performants. Essentiellement, le matériau qui est à l'intérieur. Alors, en termes de motorisation, on pourrait faire un cours là, sur les moteurs. Comment fonctionne un moteur? C'est avec de la magnétisation. Enfin, je sais qu'il y a un gros aimant. Alors, il y a 2 aimants de chaque côté. Voilà, il y a 2 aimants. Qui Pôle va nord, faire pôle sud. tourner, Pôle nord, pôle sud. Au milieu, il y a une électrode. Au milieu, il y a une structure mobile où il y a des spires de fil, c'est-à-dire on fait des tours de fil électrique, oui. d'accord? On fait passer le courant
dans le fil. Plus il y en a, plus ça va générer un champ fort qui va s'opposer nord-sud. Donc on va pousser, s'il y a deux nord, il va tourner pour s'opposer, de manière à ce que le nord et le sud soient ensemble. Donc ça donne une première impulsion, mais on ne lui laisse pas le temps de faire son tour complet, que par une technique mécanique assez basique, on va alimenter une autre paire de spires qui est avec un déphasage. Donc il est en train de tourner, qu'on n'alimente plus celui-là, qu'on alimente un qui était à la position du premier. Et donc il refait la même chose, il pousse. Celui-là on le coupe et on alimente le troisième. Et plus il y en a, plus il y a de coups, plus il y a de spires, plus il y a de force. Plus les aimants sont puissants, plus ça pousse fort. Voilà. Regardez des vidéos là-dessus sur comment fonctionne un petit moteur à aimant permanent, un petit moteur courant continu à aimant permanent. Il y a plein de vidéos bien faites là-dessus. C'est assez sympathique de voir ça. Tu es en train de regarder hein, on peut le regarder. Hein, si. Bon, voilà. C'est à rajouter, ouais. Bon. Alors, voilà, je vous ai dit tout pour aujourd'hui. Donc, chacun se positionne par rapport à ça, fouille dans ses affaires, a peut-être déjà décidé. S'il y en a qui veulent faire cette structure, l'autre là-bas, veulent acheter ça, il faut qu'ils se regroupent pour faire un achat commun. Ceux qui veulent partir là-dessus, là, il y a un peu plus de fabrication 3D. Il y a les plans, je vais les améliorer les plans, mais avec Raja, on les fera. Il y a encore un peu de travail, là, il faut que je le revoie, parce que c'est mon premier jet. Donc je vais l'améliorer un petit peu. Il faut y mettre la queue, il faut que je loge la queue dessous, là, le cache un petit peu. Donc c'est pareil. Ceux qui veulent utiliser des moteurs, comme a montré Alain, des moteurs de jouet à l'ancienne, donc là, il va falloir faire une autre structure. J'en ai d'autres structures, je peux vous montrer d'autres structures que j'avais fait à l'époque par rapport à ça. On va utiliser le même engrenage, mais ça va être encore différent. Et puis après, il faut souder, il faut se mettre. Alors on a 2 fers à souder. On va tester les fers à souder. Il faut que chacun, on va regarder, on va les tester. Celui-là, s'il marche bien, on va se mettre plutôt là-bas, je crois, mais ici, on va laisser le matériel. Surtout s'il y en a qui veulent discuter, on peut rediscuter d'autres points, regrouper par rapport à ça. Et voilà. Donc, tout le monde a vu celui-là aussi. Hein, voilà. Donc, moi, je l'aime bien, celui-là. Moi, je préfère celui-là à l'autre. Pourquoi ? Parce que j'ai galéré pour dessiner ça, pour trouver l'écartement des axes. J'ai mis du temps pour trouver le bon écartement afin que ça ne frotte pas. Je me suis planté quelques fois. Hein. Là, voilà. Celui-là n'est pas beau parce que c'est le premier jet, mais il va être bien. Déjà, j'ai recollé une fois. Je suis en train de le redessiner. Ça, est-ce que c'est certainement trop large ? Mais bon, voilà. Celui-là, il me plaît bien. Il n'est pas performant, mais il me plaît. Voilà. C'est normal. Plus on en met, voilà, c'est son bébé, quoi. Oui ? Au niveau performance, là, il y a 3 engrenages, 5 et 5. Oui. Ça fait 4. 25, ça fait, ouais. Pourquoi on n'a pas en avoir mis que 2 pour éviter les frottements? Et puis, Parce qu'il n'y a pas ces boucles. et en diminuant la Oh, non. Jamais Alors, tu as vu la taille des engrenages, d'accord ? Donc, là, déjà, vis-à-vis du moteur, il en faut 2 pour pouvoir avancer. Et donc, après, vu la taille de l'engrenage final, j'étais obligé de mettre une roue plus grande que l'engrenage final. J'ai pas trop de choix, quoi. Il faut qu'elle soit, sinon l'engrenage va frotter par terre. Donc il faut que Donc là, c'est différents essais que j'ai fait. Et j'avais fait un premier essai avec juste un seul engrenage, ça marchait pas. J'en ai mis 2, ça marche. On est d'accord que n'importe quel moteur donc, joue un rôle pour la vitesse, mais si on charge, parce que dans les robots comme ça, dans les suiveurs de ligne, on a vu qu'il y a un truc pour charger. Hein. Donc Alors, si on le charge à bloc, ça joue un gros rôle aussi. Alors là, tu parles de charger la source d'énergie. Oui, voilà, Alors, si on met une source d'énergie très importante sur un petit moteur qui ne le supporte pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va tourner à très grande vitesse, donc il va décoller, pour faire partir contre le mur, tu ne pourras pas corriger, tu ne pourras pas suivre la ligne, tu vas gagner en ligne droite, mais tu vas perdre contre le mur. Et tu vas détruire le moteur, et tu vas détruire la HALCU, donc il faut adapter.
Donc les moteurs, on n'a pas bien regardé, mais quand on regarde par rapport à la référence, il y a, et ça va être la suite des explications. Pour l'instant, vous me faites un peu confiance, mais derrière, c'est la suite des explications. Donc on va reprendre celui-là. Regardez, je vais cliquer dessus histoire d'avoir des informations. Donc là, ce qui va m'intéresser, moi, maintenant, c'est ça. 6 volts, la consommation et la vitesse. À partir de ça, eh bien, si j'applique 6 volts, je vais consommer ça et j'irai à cette vitesse-là. D'accord? Bon, je n'applique pas 6 volts, moi. Je vais appliquer moins. Est-ce que je peux appliquer plus? Oui. Si j'applique plus, je le détruis. Alors, si j'applique à peine un petit peu plus, par exemple, un accu LiPo bien chargé, c'est 4,2. Si j'en mets 2 en série, je fais la somme, ça fait 8,4. Je suis au-dessus de 6 volts. Donc, je vais le détruire, mais lentement. C'est-à-dire qu'au lieu de mourir instantanément, il mourra dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Oui, exactement. Exactement. Mais oui, non, mais c'est une très bonne remarque. C'est comme ça qu'on fonctionne. Les robots de compétition sont toujours, quand on veut gagner, on prend un moteur 10 volts, on y applique 20 volts. Et on le détruit. Mais c'est pas grave, on a gagné. Les Formule 1, ils détruisent les moteurs, hein, et ils gagnent. Donc, alors bien évidemment, nous, on n'en est pas encore là. Et avant d'en arriver à cette solution, ça c'est quand on fera la compète, on n'en est pas là. Nous, on voudrait que ça marche. Donc, on va faire l'inverse. On va lui mettre moins de tension, donc on ne va pas le tuer. Voilà, déjà, une première chose. Moi, je ne vais pas vous dire, c'est bien, vous êtes en train de détruire votre moteur, vous allez gagner. Non, 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 on inverse tout. On va appliquer une tension plus petite que ce qu'il est capable de supporter. Voilà, d'accord? C'est comme la Ferrari, elle peut aller très loin, mais la 2 chevaux, elle ne va pas très loin, elle ne va pas très vite. Donc, avec une 2 chevaux, vous allez vous détruire, avec une Ferrari, vous pouvez aller... Mais ce n'est pas le même prix. Bon, donc là, on va lui mettre 4,2 ou 3,7 nominal, donc moins, il va consommer moins, il ira moins vite. On peut faire une règle de 3 pour deviner approximativement, pour la tension qu'on donnait, sa consommation, donc son autonomie et sa vitesse. Vitesse en tours minutes, on divise par 60, on divise par 2pi ou 360, on multiplie par la circonférence de la roue, le nombre d'engrenages qu'on a mis. Alors là, sur cela, là c'est direct, c'est 300, c'est directement dessus. Donc on divise par 60, on divise par, qu'est-ce que j'ai dit, par 2pi, on multiplie par le périmètre, et vous trouvez la distance par seconde. Voilà. Et on doit être, un robot comme ça fait quoi? Ça fait du 15 cm seconde, environ 10 cm à peu près, ce qui est très bien pour s'amuser, pour débuter. Voilà. Oui. Le robot qu'on va faire, il aura une autonomie de combien? Je ne sais pas, ça dépendra de la pile que tu y mettras. Donc là, ce sont des piles qui font environ 200-300 mAh. Donc si je me base, si c'était une pile de 9 volts, en gardant ce chiffre-là, et en l'arrondissant, 160, je vais dire que c'est 150. Je fais une petite erreur, mais c'est histoire à la louche de te répondre. Donc 150, j'ai 2 moteurs, ça fait 300. J'ai un accu de 300 mAh, donc ça va durer 1 heure. Tu n'as pas écouté. 150 x 2, puisqu'il y a 2 moteurs, 300. Si les accus sont de l'ordre de 300 mAh, ça veut dire que pendant 1 heure, ils sont capables de fournir 300 mAh, ce qui correspond à la consommation de tes moteurs. Donc, en considérant que le reste de l'électronique ne consomme rien, histoire de te répondre à la louche, c'est à peu près 1 heure. Donc, en fait, en réalité, c'est un petit peu moins, bien sûr. Puisque ce n'est pas 160, c'est au-dessus. Mais attention, là, c'était du 6 volts et nous, on n'est pas 6 volts. Donc ça, c'est assez amusant à calculer. On calcule la somme de toutes les consommations. C'est marqué sur l'accu, il est où mon petit accu là? Enfin là c'est effacé maintenant. 120, alors celui-là est encore plus petit. 120 mAh, donc il est encore plus petit celui-là. Donc voilà, donc 120 mAh, ça veut dire que ça va durer encore moins. Donc là, 120, 300 à la louche, ça fait 20 minutes.
Moins de 20 minutes, un quart d'heure. Voilà, avec cet accu-là, ce petit robot-là, enfin, je sais pas, un quart d'heure, c'est vide. Mais un quart d'heure, on fait des trucs sympas déjà. Par contre, on recharge, il ne faut pas oublier qu'on recharge. La recharge, c'est important. Hein. On a vu l'accu. Donc là aussi, on a parlé des moteurs. Très bien. Mais il faut les alimenter, donc il faut choisir l'accu. En général, on travaille en lipo. Alain, l'autre fois, nous avait montré des piles standards, les piles AA ou les piles 3A. Vous savez, ces piles bâtons 1,5 volts non rechargeables, 1,2 rechargeables. Si on en met 3 en série, on arrive à 3,7 l'équivalent. Ça prend plus de place que ça. Et c'est lourd. C'est plus lourd que ça. Ça, c'est très, très léger. Hein. Ben, une lipo, une petite lipo, un petit accu lipo. Très, très... On va en acheter sur Gotronic des petites batteries. Toutes les gaz, toutes les bases. Là, je vous ai proposé un modèle qui est un 400 mAh, je crois, non? J'ai pas mis là. J'ai pas mis combien c'était. Donc la référence, c'est combien? Ouais. C'est du lithium-ion, ça. Lithium PO, là, je pense que c'est lithium polymère. Ça veut dire qu'il ne faut pas les percer. LiPo, exact. 400 mAh. Donc 400 mAh, ça veut dire qu'on arrive à tenir plus d'une heure. On doit faire d'une heure et demie. Donc effectivement, il ne faut pas s'amuser à le percer. Hein. Mais bon, actuellement, ça explose. Mais franchement, il faut le chercher hein, pour faire des conneries. Hein. Surtout si vous utilisez... Là, moi, je préconise d'utiliser un chargeur, un vrai chargeur. Parce que je ne vais pas vous apprendre à faire un chargeur fabrication maison, parce que sinon, ce ne serait pas sécurisé. Mais on achète un petit chargeur. Vous les trouvez, vous avez certainement tous des packs de chargement pour les téléphones portables. On charge à côté, puis ce qui permet, si vous ne pouvez pas vous charger, vous avez votre pack, vous branchez votre téléphone dessus. Hein, voilà, ce genre de truc. Donc ça, alors on en... Batterie externe, voilà, une batterie externe. Ça, il en existe, maintenant on arrive à en trouver, ils en donnent parfois en gadget. Voilà. Vous l'ouvrez, vous mettez à part le gros accu qui vous servira pour la compétition, parce que là, il y aura de la force, ce sera du 3000 mAh, c'est des accus qu'il y a dans les PC. Hein. Par contre, il y a le chargeur. Alors, évidemment, le chargeur... Ah non, le BMS, c'est autre chose, c'est encore autre chose. Par contre, le chargeur, à voir comment ils sont aussi, c'est en série ou en parallèle, parce que sinon, ça peut ne pas marcher. Mais par contre, le problème, c'est que le chargeur qui est dans la plupart, il est fait pour un courant élevé. Donc, lui demander de charger ça, il va le charger très très vite, trop vite. Ça ne va pas lui faire du bien. Il ne faut pas croire que les accus peuvent tout supporter. Pour charger ce genre de batterie-là, Il vaut mieux le chargeur que je préconise. mais qu'est-ce que un chargeur, comment on branche ça? Tu vas voir. Alors, tu peux le voir sur le petit robot qui est l'autre, là, qui se balade, là, qui est où, je sais pas. Il est... Voilà. Prends-le celui-là, tu vas voir. Et je vais te montrer le... Donc la référence, c'était combien? Voilà le chargeur. On va cliquer dessus. Alors, voici ça c'est la puce qui charge. Vous avez une petite lumière qui s'allume jusqu'à ce que ce soit chargé. Quand c'est chargé, elle s'éteint. Vous y branchez ici votre chargeur de téléphone standard. Alors là, ce n'est pas un type C. Donc ça doit être les anciens modèles, les micros. Vous branchez et ici, la plupart des accus tels que celui que vous achetez va être adapté à cette prise-là. On met dedans. Et après, on va récupérer le plus et le moins là, comme c'est fait là, vers l'application. Oui. On a besoin de... Non, là, c'est tout fait. Et ça, on peut le mettre sur le robot. Ben, comme là, regarde. Il y est, dessous là. Pas celui, le robot. Et ça s'appelle comment pour en acheter? Ben, ça s'appelle, comment ça s'appelle ça? Un chargeur d'accu LiPo. Tu as la référence en ligne. Hein. Il y est là. Bon, il est là. Avec cette référence-là. C'est l'élément qui est peut-être le plus cher. Je vous l'ai mis ici. Alors ça effectivement, si vous voulez utiliser un accu LiPo, il faut son chargeur. C'est un peu un incontournable, ça. Ou alors on utilise des piles
non rechargeables, ça coûte, à force, ça va coûter. Hein. Il est plus sage pour ce type d'application d'utiliser des piles rechargeables. Et les accus LiPo sont pas mal. Voilà, c'est une bonne densité énergétique. En termes de coût final, je trouve que c'est le mieux maintenant. C'est le mieux. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut que alors, si tu cherches il faut que tu mettes un 0. Hein. Si tu vas chez Gotronic, si tu ne mets pas le 0, ça ne marche pas. Hein. Je ne sais pas ce que tu fais là. Tu es sur ton téléphone? Oui, je regardais pour. Mais je mettais sur Internet, pas sur le site. Ah, mais si tu cherches sur Internet, tu en trouveras des tonnes. Hein. Mais les trucs qui ressemblent pas à ça. Il vaut mieux que ça ressemble à ça. Non, je parle pas de ça, je parle de Le chargeur. le chargeur. Mais tu as tous les chargeurs. Tu peux avoir des chargeurs multi-accus. Et là, c'est pour celui-là. Donc, il ne coûte que 12 €. Sinon, les autres vont coûter plus cher, peut-être. Et il se peut qu'ils chargent beaucoup plus de choses. Tu peux aussi acheter, moi j'en ai plein de chargeurs. J'ai des chargeurs pour autre truc. Donc là, je vous présente celui qui va bien, qui est déjà sur la structure. Vous y branchez votre... Là, encore une fois, c'est un résumé de l'expérience que j'ai avec mes étudiants pour le côté pratique. Voilà, oui. Oh, il est bien petit celui-là. Hein. Oh, celui-là, plus petit que ça, il faut enlever les connecteurs. La puce, tu l'as vu, elle est minuscule. Hein. Plus petit que ça n'existe pas. Plus gros, oui, mais plus petit, non. Est-ce qu'on peut utiliser pour notre suiveur de ligne la technique d'avoir chargé plusieurs batteries et de mettre plusieurs batteries sur le robot Oui. pour pas, il y en a une qui est déchargée et tu dois tout recharger. Le problème, Moi, c'est il y en a d'autres en rechange. alors non, il vaut mieux avoir sur la table plein d'accus chargés et trouver un système de démontage, remontage rapide. Tu gagneras parce que tu auras moins de poids à mettre sur le robot. Et tu as toujours le temps de changer les batteries entre deux compétitions. Donc non, on ne met pas, on met le strict nécessaire sur un élément de compétition. Toujours. On met le moins possible de poids. Le chargeur, il est adapté pour charger n'importe quel LiPo de 3,7 volts. Oui. C'est la tension du truc qui compte. Oui, tous les LiPo conviennent sur ce chargeur. Par contre, Tous les LiPo de ce voltage. de ce voltage, tous les LiPo en 1S, en ce voltage. Par contre, il est pré-réglé pour un courant donné. Donc si on y met, moi j'utilise ce chargeur-là pour charger un gros accu, un très gros accu, il me met plusieurs heures. Alors que là, mes étudiants, quand ils branchent pour recharger, ça met 5 minutes. Parce que la capacité n'est pas la même. Mais le chargeur est le même. Qui peut le moins, dans ce cas-là, peut le plus. Par contre, qui peut le plus, un chargeur qui va charger 1 ampère, un super accu, va charger 1 ampère un accu, petit accu, il ne va pas aimer. Il va mourir très vite. Et là, il y a un risque de flamber. Parce qu'on a trop. Donc là, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on fasse des conneries quand même non plus. Hein, il n'y a quasiment pas de risque, à condition de ne pas faire n'importe quoi. Bon, donc là, on est plusieurs. Je vous dirais oui, mais là, je vous dis non, dans ce cas-là. Donc celui-là va bien. Si vous en voulez un autre, on regarde ensemble. Voilà. Donc, OK. Bon. Et si on... Allez, encore une question, ouais. Non, mais il faudrait peut-être câbler, souder, oui. Désolé. Dernière, que je vous embête. Après, mais non, mais après, il y en a qui veulent commencer à souder, c'est bon aussi. Hein. Mais juste, j'ai des roues chez moi en Lego. Est-ce que ça peut Oui, être c'est très bien. Oui. C'est très bien, les Bah alors, Lego. alors, donc, est-ce que tu as envie de te le faire en Lego? Non, Ah. pas tout Pourquoi en Lego. Les moteurs pas en Lego. Les roues Lego sont terribles. Elles ont une D'accord. adhérence. Alors, il n'y a pas toutes les roues. Donc, Il y en a on qui peut sont... mettre, par exemple, un moteur normal comme ça que vous nous avez montré, Oui. avec des roues Lego, enfin trouver un système. Oui. Alors, c'est intéressant si les roues Lego sont celles qui ont une bonne adhérence. Pas des roues dures, des roues caoutchouc. Après il faudra que tu utilises les engrenages Lego. Oui. Il faut que tu fasses quasiment toute la structure en Lego. Et au moment où tu vas arriver au petit pignon, Lego,
il faut que tu l'adaptes sur un moteur non Lego. Alors là, sur Internet, il y a des tonnes d'informations. Comment adapter tel ou tel moteur, il faudra qu'on le regarde. Mais par contre, il faut savoir que la partie Lego, le Lego, ça va être lourd, Oui. quand même. C'est très performant, mais c'est lourd. Et donc, ça veut dire qu'il faudra mettre pas mal de couples. Donc, les moteurs vont être un peu plus gros. Donc, Parce que pour mon robot, je parlerais juste de juste les roues en Lego. Après, tout, mais est-ce que tu as des moteurs Lego? J'en ai qu'un. Sinon, Ah. en fait, enfin, oui, j'en ai qu'un, j'en ai pas en double. Bon, Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ramènerai les petits moteurs que j'ai. J'arrive pas à- on regardera, d'accord. Oui. Voilà, mais je peux ramener des doubles. En Lego, les moteurs, il faut qu'ils fassent à peu près quelle taille? Ah ben, en fait, c'est différent. Quand tu travailles en Lego, tu es obligé d'utiliser la structure Lego. Donc, tu t'adaptes à la forme. Donc, tu mets les moteurs les plus près ensemble, histoire que ça soit le moins large possible. Tu mets les roues et ça te donne déjà cette dimension. Donc, au niveau largeur, c'est tes moteurs qui imposent. Je ne sais pas quelle est la taille des moteurs, je peux imaginer, mais il y a des. Si c'est la dernière génération, les NXT, ils sont assez fins. Donc ça peut prendre pas trop. Il y a pas mal de compétitions de robots. D'abord, le robot Lego existe en compétition. Suiveur des lignes, il y a plein d'autres compétitions. La compétition de robots Lego, elle existe. Et on est obligé d'utiliser du Lego dans ce cas-là. Donc les moteurs Lego vont très bien. Pourquoi ne pas faire une structure en Lego? Ça, c'est super, faire une structure en Lego. Avec des moteurs Lego. Après, il faut les alimenter. Mais les moteurs Lego sont des moteurs solaires. Dedans, il y a des moteurs solaires. Pas dans tous. Mais ils consomment quasiment rien, les moteurs Lego. C'est terrible de ce côté-là. On les paye. Mais ils sont fantastiques. Donc faire un robot avec des moteurs Lego, pourquoi pas? Oui. Pas de problème. Il va être encombrant peut-être par rapport à celui-là, mais on s'en fout dans un premier temps. Il faut juste la structure et après on va y mettre l'électronique pour piloter. Moi je dis, si tu as des robots Lego, si tu as des moteurs Lego, tu as des roues Lego, fais-toi plaisir à faire un robot, une structure en Lego qui soit capable de recevoir ça. Et puis après on fera les pièces qui vont bien. Et en impression 3D, on peut fabriquer des structures pour des capteurs qui vont en Lego. Alors là, il y a un monde pour adapter du Lego et de l'impression 3D. Dans un premier temps, on ne vise pas la compétition. Pour l'instant, c'est faire un truc fonctionnel. Non, là, il faut apprendre à utiliser les capteurs. On va mettre derrière un composant qui est un petit composant électronique très très simple, qui est un comparateur. C'est un petit amplificateur opérationnel qui va être modifié en termes de fonctionnalité pour faire une comparaison. On va comparer le blanc et le noir, qui vont nous donner deux tensions différentes. On va les comparer avec une valeur. On sera au-dessous, on sera au-dessus. Si on est au-dessous, on active le moteur. Si on est au-dessus, on bloque le moteur. Le transistor, on lui dit allume-toi ou arrête-toi. Le transistor qui va commander le moteur. Et ça marche. Il faut voir ça. Ça validera et la structure. C'est-à-dire qu'on aura trouvé un choix de motorisation. On constatera s'il est performant ou pas. On pourra critiquer. Hein. En termes d'accu aussi, voire par rapport aux accus. Chacun se fait son expérience. On a une structure électronique qui fonctionne. Et une fois qu'on a validé ça, on passera à une phase suivante qui est lui demander d'abord de reculer, parce que là, on va voir tout de suite, le premier modèle, il ne fait qu'avancer. Les robots que vous avez vus, là, ils ne font qu'avancer. Oui, mais il faut que l'électronique demande à reculer. Mais pour l'instant, l'électronique que vous allez faire ne fera qu'avancer. Et malgré le fait qu'ils ne font qu'avancer, on peut déjà bien s'amuser, suivre une ligne, sauf qu'ils ne reculent pas. Eh bien, si on arrête une roue, on ralentit une tour, ou une roue, il tourne. Si on arrête une roue et que l'autre, elle tourne, ça tourne. Si on fait varier, ça fait un arc de cercle. Par contre, on ne peut pas faire une rotation sur soi-même. Ça voudrait qu'il y ait une roue qui tourne en sens inverse. Pour cela, il faut une électronique un tout petit peu plus compliquée. C'est la phase après. Pas trop vite. Et si par exemple on a notre ligne noire qui fait ça, et qu'ici on a une ligne noire comme ça, il va aller à droite ou à gauche? Il part tout droit. Il va s'arrêter ou Il ne sait pas où il faut qu'il aille. Et là, il faut de la programmation pour dire, tiens, j'ai perdu ma ligne.
où est-ce que je voulais aller? J'avais décidé que quand je perds la ligne, je vais à droite. Donc d'abord, je recule pour voir où est la ligne, je tourne sur place, je retrouve ma ligne et je continue. Mais il faut l'avoir prévu. C'est de la programmation. On verra après. On verra après. Voilà, voilà. Hein? Ça, on peut lui dire de faire au hasard. par exemple. Alors on peut aussi lui dire choisis. On peut lui dire effectivement, on jette une pièce et ça tombe noir-blanc, on peut lui dire. Et suivant que ça tombe noir-blanc, droite à gauche. Mais on verra plus tard. L'aspect aléatoire, on n'en est pas là encore. Bon, il faut souder. Maintenant, il faut avancer. Donc tous ceux qui veulent souder, allez hop, on va souder.